J'aimerais remercier l'Informe Canada de m'avoir invité aujourd'hui, de parler de la biologie des lymphomes, c'est un sujet qui me passionne. J'essaye de rendre ça le fun pour vous autres aussi. OK? Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Vous avez déjà commencé à voir mes diapositives. Moi, je suis une personne très positive. Quand que je vois un patient, je suis toujours d'emblée, la première chose que je fais, c'est de dire il faut se battre. Et moi, ma famille, on fait beaucoup de bénévolat, puis entre autres, on fait du bénévolat pour le Ironman à Mont-Tremblant. Et quand que je vois ces athlètes-là faire tout leur travail pendant une journée complète, des fois, je compare ça à mes patients qui commencent, puis c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail tout au long de leur chimiothérapie, mais à la fin, quand ils passent là, la file d'arrivée, c'est très, très émotionnel. D'ailleurs, il y en a qui viennent me voir et disent « Je peux vous donner un câlin parce que je suis tellement contente. » Puis, je pense que c'est ça le but, c'est qu'on veut que tout le monde passe cette file d'arrivée-là. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, puis c'est pour ça qu'il faut faire de la recherche, pour essayer de trouver des nouvelles molécules et essayer de s'assurer que tout le monde passe la file d'arrivée. OK? Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais vous décrire c'est quoi un lymphome. OK? Pourquoi qu'on donne de la chimiothérapie? Puis la chimiothérapie qu'on donne, en gros, c'est le CHOP ou le ABVD. Qu'est-ce qui arrive quand la chimiothérapie ne fonctionne plus? Et ensuite, je vais parler de thérapie ciblée, puis la biologie, pourquoi qu'on a choisi ces molécules-là. Avant de commencer à vouloir une thérapie ciblée, il faut comprendre qu'est-ce qui arrive avant, pourquoi qu'on utilise la chimiothérapie. Et brièvement, je vais adresser pourquoi ces thérapies-là sont difficiles d'accès au Québec. Bon, alors, qu'est-ce qui est un lymphome? Un lymphome, c'est un cancer des lymphocytes. Alors, c'est les cellules qui ils font partie du système immunitaire. Les gens qui ont des lymphomes, en général, ils ont des symptômes, ou bien on appelle ça des symptômes B. Alors, ils se présentent avec des fièvres, des sueurs nocturnes, ou une perte de poids, ou ils se présentent avec des bosses dans le cou, en dessous des bras, à l'aine. Les gens, quand ils me voient la première fois, ils me disent « Pourquoi que j'ai eu un lymphome? Est-ce que c'est héréditaire? » Puis je leur dis que ce n'est pas héréditaire, mais que c'est génétique. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que notre système immunitaire a été développé pour combattre des nouveaux microbes. Alors, quand nos cellules de notre système immunitaire, les lymphocytes, rencontrent un nouveau microbe, leur fonction, c'est d'essayer de développer des nouveaux anticorps. C'est le principe des vaccins. OK? Alors, ils voyagent au ganglion, les cellules vont au ganglion, et avec l'aide des autres cellules du système immunitaire, ils essayent de trouver la meilleure configuration, le meilleur anticorps pour combattre ces microbes-là. Puis pour faire ça, il faut se diviser rapidement, faire des nouvelles cellules, puis briser l'ADN pour trouver la meilleure solution. Puis c'est là où il y a une erreur qui arrive. OK? Quand on commence à briser de l'ADN, bien, des fois, il y en a une qui, tout d'un coup, devient un lymphome. Elle ne meurt plus, elle survit et elle se divise. C'est la même cellule qui se divise et divise. Et c'est ce qu'on retrouve, c'est qu'avec l'accumulation de ces lymphocytes-là, ça fait des bosses, des ganglions. OK? Alors, nous, les cliniciens, on divise les lymphomes, grosso modo, en deux catégories. OK? Des lymphomes agressifs, mais qu'on peut en généralement guérir parce qu'ils répondent très bien à la chimiothérapie. Ces lymphomes-là, les plus communs, c'est le lymphome diffus à grandes cellules, le lymphome d'Hodgkin, Burkitt et quelques lymphomes T. Ou bien des lymphomes indolents, c'est-à-dire que
des fois, ces lymphomes-là peuvent grossir très vite, mais des fois, en fait, ils peuvent être stables pendant plusieurs années, puis on traite seulement quand on a besoin de traiter. Mais quand on donne la chimiothérapie, en général, il y a une bonne réponse, mais il y a tendance que ça revient. Ces lymphomes-là, les plus communs, c'est le lymphome folliculaire, le lymphome marginal, lymphome ou une leucémie lymphoïde chronique ou lymphome lymphocytaire, c'est à peu près la même chose, et le lymphome de Manteau. La biologie des lymphomes. Chaque lymphome est unique, point de vue anomalie génétique. C'est comme chaque personne est unique. Mais ils ont des choses en commun. Il y a ces choses-là, c'est des besoins qu'ils ont pour survivre. Il y a des choses en commun. C'est ces choses-là qu'on va essayer de cibler dans les nouvelles thérapies. Il y a certaines molécules qui sont exprimées sur la surface des lymphomes et qui sont présentes sur, je dirais, plus que 95% de ces cellules-là. Alors ça, on a aussi tendance à cibler ces molécules-là, entre autres le CD20 pour les lymphomes B et le CD30 chez les cellules de Hodgkin. Le traitement, on donne une chimiothérapie que je vais expliquer tantôt et un anticorps. Pour les lymphomes B, on utilise le Rituxan qui cible la protéine CD20. Les gens qui meurent de leur lymphome, la plupart du temps, ils meurent parce que leur lymphome est devenu résistant à la chimiothérapie. Okay? Il y a des patients qui meurent de la toxicité des lymphomes, mais en général, c'est beaucoup moins commun que les autres causes de mortalité. Puis il faut prendre ça en considération, surtout chez les patients âgés. Je veux dire, on peut donner de la chimiothérapie chez des patients qui ont 90 ans si on pense qu'on peut améliorer leur qualité de vie, parce qu'il y a en fait, il y a des symptômes de lymphome qui sont pires que les symptômes de chimiothérapie. Bon, la première étape, quand on a un lymphome, c'est de trouver c'est quoi le lymphome. OK? Il faut dire, là, on a dit, OK, c'est un lymphome indolent ou agressif. Deuxième étape, c'est de savoir où est le lymphome. OK? Et pour savoir où est le lymphome, il faut faire le staging, de savoir quel stade, où est la maladie. Dans les lymphomes, le stade est différent que dans les lymphomes, que dans d'autres cancers. Nous, on considère stade 1 quand le lymphome est localisé à seulement un endroit. Stade 2, c'est 2 endroits, mais en haut du diaphragme. Le diaphragme ici coupe le corps en 2. Stade 3, c'est 2 côtés du diaphragme. Stade 4, c'est l'atteinte d'organes aussi. Et on utilise A ou B pour dire A asymptomatique, donc aucun symptôme B, puis B, c'est s'il y a des symptômes, des fièvres, des sueurs et perte de poids. OK. On a trouvé le stade, on a trouvé c'est quoi le lymphome. Ensuite, on donne la chimiothérapie. La chimiothérapie a été développée après la Deuxième Guerre mondiale. OK? Et ça n'a pas été, c'était pas quelque chose qui a été très intellectuel comme processus. On utilisait les médicaments qu'on avait à ce moment-là. Et un des médicaments qui a été développé, c'est après la guerre chimique. Ils ont trouvé que un des composantes, le gaz de moutarde, les gens qui ont été exposés à ça, il y avait une diminution des globules blancs. Alors, les médecins et les scientifiques ont dit, bien, pourquoi pas utiliser ça pour traiter des maladies où on a trop de globules blancs? Alors, on a commencé à étudier ça avec les stéroïdes. Et en 1965, ils ont trouvé un cocktail, un groupe de médicaments pour traiter le Hodgkin. C'était très efficace, mais aussi très toxique. Les gens vomissaient beaucoup. Ça causait de la stérilité, ça causait des cancers secondaires. Alors, quelques années plus tard, ils ont trouvé des cocktails, je dirais, de chimiothérapie qui sont un petit peu moins toxiques et très efficaces, OK, à induire des rémissions.
Et je dirais, depuis ces années-là, c'est quand même resté des standards pour traiter les lymphomes. Le CHOP et la BVD. Donc, quatre composantes de chimiothérapie et 4 composantes pour le CHOP. Et il y a eu du succès avec ça. Alors, pendant des années, le ABVD, pour traiter le Hodgkin, peut induire des rémissions dans plus que 80 des patients. Même si le stade est avancé, stade 4B, les chances de rémission sont excellentes. Alors, depuis ce temps-là, on a dit, bien, OK, ça a bien fonctionné avec l'ABVD, pourquoi qu'on ne donne pas plus de chimiothérapie, plus de lettres? OK? Chaque lettre représente un médicament. Alors, c'est ce qu'on a fait pendant des années. Et éventuellement, on a réalisé que plus de médicaments donnent plus de toxicité, mais point de vue survie, c'est relativement semblable. Alors, le standard, maintenant, quand même, au Canada, reste l'ABVD. OK? Donc, pour les lymphomes non hodgkiniens, la même chose s'est produite. On dit le CHOP donne des rémissions quand même dans la moitié des patients à ce moment-là. Alors, on va le comparer à quelque chose de plus toxique, plus de médicaments. Puis, on a réalisé en 1993 que plus ne veut pas nécessairement dire mieux. OK? Alors, donc, depuis ce temps-là, CHOP est quand même considéré le standard pour le lymphome diffus à grande cellule, parce que c'est moins toxique que les autres traitements. Sauf dans les années 2000. En 2002, il y a une étude en France qui a comparé le CHOP versus le CHOP plus Rituxan. Le Rituxan, c'est un anticorps qui va cibler une protéine sur les lymphomes, qui est présente sur tous les lymphomes B, le CD20. Et quand l'anticorps se lie au CD20, ça active le système immunitaire qui va le reconnaître comme quelque chose qu'il faut détruire. Alors c'est comme si c'était un drapeau pour dire « Hey, tue-moi! » Okay? Mais il y a très peu d'effets cytotoxiques, c'est-à-dire le Rituxan en tant que tel ne tue pas beaucoup de cellules de lymphome. Alors, quand on a comparé ça avec l'R-CHOP, il y a eu une grosse amélioration en point de vue survie, presque 50 d'amélioration de survie. Alors, depuis ce temps-là, le R-CHOP est considéré le standard pour les lymphomes agressifs B, okay? Comme le lymphome diffus à grande cellule, et est traité aussi pour les lymphomes, d'autres lymphomes indolents dans plusieurs parties du monde. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive? Bon, les patients ont eu ou bien un R-CHOP ou un ABVD. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, puis la maladie revient. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, l'approche, quand les patients sont jeunes, sont capables de tolérer une plus grosse chimiothérapie, c'est de faire une autogreffe. OK? Alors, le traitement d'une autogreffe, c'est une grosse chimiothérapie. Une chimiothérapie qui est très, très forte, assez forte pour éliminer toutes les cellules de lymphome, mais le côté négatif, c'est que ça va détruire toutes les cellules de la moelle osseuse. Alors, pour empêcher que ça arrive, on collecte les cellules souches qui vont faire toutes les plaquettes, les globules rouges, les neutrophiles. On les collecte avant, on donne la grosse chimiothérapie, et ensuite, on redonne les cellules souches pour qu'ils puissent retourner dans la moelle et populer la moelle osseuse et faire des cellules. Alors ça, dans les deux cas, dans le Hodgkin, ça peut induire des rémissions dans 50 des patients et dans 30 des patients qui ont des lymphomes non hodgkiniens. Alors, qu'est-ce qui arrive si l'autogreffe ne fonctionne pas? Bon, alors là, c'est un problème parce qu'il a échoué au moins 2 traitements.
on peut considérer une allogreffe. OK? Une allogreffe, c'est quand on prend des cellules de moelle osseuse de quelqu'un d'autre, en général un membre de la famille qui ont les mêmes anticorps, les mêmes antichaînes, un match, comme qu'on dit, ou ça peut être quelqu'un qui est non apparenté. Mais le traitement ici, ce n'est pas la chimiothérapie. Le traitement, c'est le système immunitaire de l'autre personne. Alors, c'est les cellules T qui vont venir attaquer le lymphome. Alors, c'est un greffe versus lymphome. Alors, il faut un donneur pour ça. Il y a de la toxicité parce que quand que le greffon va attaquer le lymphome, il peut aussi attaquer les cellules normales de cette personne-là. Alors, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et il faut que le lymphome soit sous contrôle. Il ne faut pas que... Parce que ça prend du temps avant que le greffon arrive, attaquer, puis il ne faut pas que le lymphome... Il y a un temps où que le lymphome ne peut pas prendre le dessus sur le patient. Alors, ce n'est pas offert à tant de personnes que ça. Ceux qui ne sont pas éligibles à l'allogreffe sont considérés pour des études cliniques. Et dans les études cliniques, c'est ici qu'on a accès à beaucoup de nouvelles thérapies ciblées qui ne seraient pas nécessairement disponibles sur le marché. Et maintenant, on a accès à plusieurs nouvelles thérapies qui vont être disponibles qui sont acceptées par Santé Canada ou le FDA, mais ces thérapies-là sont chères. Donc, on peut considérer chimiothérapie versus thérapie ciblée. Je pense que chimiothérapie, ce n'est pas aussi pire qu'une bombe nucléaire, mais quand chez certains patients qui ont beaucoup d'effets secondaires, c'est ça qu'ils ressentent, surtout dans les situations d'autogreffe ou allogreffe. Il n'y a personne qui sort de ça qui dit « c'était le fun, j'en veux un autre ». Jamais. OK? Puis les thérapies ciblées, bien ça, en général, il y a beaucoup moins d'effets secondaires. C'est plus tolérable parce que le but, c'est de juste essayer de cibler les cellules cancéreuses puis éviter les cellules normales. Est-ce que ça fonctionne? Oui, on a le standard, c'est le Golden Child, le poster là, de thérapie ciblée, c'est en leucémie myéloïde chronique, le imatinib, qui a été développé dans les années 2000. Donc, dans cette maladie-là, la leucémie forme une protéine qui est anormale, qui n'en a pas d'autre dans le corps humain. Okay? C'est une fusion de deux protéines et le médicament va cibler seulement cette protéine-là. Alors, les cellules normales, ils ne l'ont pas. Et c'est des comprimés qu'on prend à tous les jours. Et ça a vraiment révolutionné la maladie. Donc, avant les années 2000, la survie de cette maladie-là était de moins que 7 ans. Puis maintenant, les gens ont une survie normale. OK? Alors, tout le monde aspire, toutes les compagnies pharmaceutiques aspirent à avoir trouvé ce médicament-là, un médicament ciblé qui est efficace. Bon, pour essayer de comprendre les thérapies ciblées, il faut comprendre un petit peu de la biologie. Okay? J'ai essayé de rendre ça super simple. Je m'excuse si c'est trop simple, là, mais je préfère que ça soit trop simple, puis un petit peu plus le fun. Fait que pour trouver les thérapies ciblées, il faut comprendre que le lymphome, c'est une maladie génétique. OK? Alors, quand une cellule normale se divise, elle fait une autre cellule qui est relativement identique. Et quand il y a un cancer, il y a une erreur dans l'ADN qui fait en sorte que cette cellule-là ne va pas mourir et elle va ne pas être reconnue. Si elle se propage, c'est qu'elle n'est pas reconnue par le système immunitaire. Il y a des fois où que les gens vont avoir cette erreur-là, mais le système immunitaire va le reconnaître puis il va détruire cette cellule-là. Mais quand un cancer se propage, c'est parce que le système immunitaire ne l'a pas vu puis ne le détruit pas. Alors, ces cellules-là continuent à se propager, puis sont endommagées, point de vue génétique, puis ils accumulent d'autres problèmes génétiques.
OK? D'autres, on appelle ça des mutations, par exemple. OK? Et il y a plusieurs mutations qui font rien. Ça l'avantage pas la cellule, ça ne désavantage pas, c'est juste qu'ils sont là, puis on appelle ça des passagers. OK? Mais ils sont là, on ne sait pas c'est quoi leur rôle dans la biologie. Ils peuvent ne pas avoir aucun rôle, alors ça continue, et là, bouf, il y a une autre mutation qui cause que, oui, effectivement, ces cellules-là ont un avantage maintenant. Alors, ils vont se propager plus que les autres. Alors, quand on prend un ganglion de quelqu'un, c'est pas seulement une cellule, une type de cellule, c'est une famille de cellules, OK? Puis il y en a qui ont plusieurs clones, OK? C'est comme le système de Darwin, c'est la survie de ceux qui sont les plus forts, c'est vraiment ça. OK? Alors, pour que les cellules de lymphome puissent survivre, la première chose, j'ai dit, il faut modifier les gènes, OK? Puis éliminer de se faire attaquer par le système immunitaire. Ils ont aussi une façon, quand les cellules normales, les lymphocytes normales qui sont dans les ganglions, ils reçoivent beaucoup de signaux des autres cellules dans le ganglion qui les stimulent, OK? C'est qu'en formant les nouveaux anticorps, on a besoin de ce stimulus-là, OK? Puis ce stimulus-là vient du récepteur B, OK? Puis ça envoie des signaux, puis ça dit « oui, 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 je veux survivre, je veux survivre ». Puis les lymphomes manipulent ce système-là pour dire « oui, feed me », OK? Donne-moi plus de force, je vais survivre et je ne vais pas mourir, OK? Et ils produisent des protéines pour les empêcher de mourir. Alors, une cellule cancéreuse, il n'obéit pas à des lois fondamentales de la biologie, c'est-à-dire que si notre ADN ou si la génétique est anormale, cette cellule-là doit se suicider. OK? Et dans les cellules de cancer, ils produisent des protéines pour empêcher cette mort-là, OK? Pour empêcher que la cellule se suicide. OK? Alors, donc, l'approche que je vais prendre pour les nouvelles thérapies, c'est vraiment essayer de combattre ou d'essayer de cibler chaque chose que je viens de vous dire. Alors, la chimiothérapie, en général, qu'est-ce que ça fait? Ça endommage la cellule. Je vais en parler un petit peu plus. Entre autres, la molécule que je vais vous parler, c'est la bendamustine. On va réactiver le système immunitaire. Je vais parler de la lénalédamide et les cellules CAR-T. On va parler d'anticorps, donc un nouvel anticorps contre le CD20, le GA101 et le brentuximab, et des molécules qui vont empoisonner le récepteur B et l'assimilation du récepteur B, donc ibrutinib, idelalisib et everolimus, et une molécule qui va se lier contre une protéine qui empêche la mort cellulaire, qui est le ABT 199. OK? Donc, la chimiothérapie standard, comment que ça fonctionne? Contrairement à ce qu'on pense quand on donne la chimiothérapie, ça ne tue pas la cellule. OK? Ça ne tue pas la cellule. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la chimiothérapie va endommager la cellule. Dans le cas de la bendamustine, ça va endommager l'ADN de la cellule. Et là, la cellule, elle se réveille et elle dit « Wow, qu'est-ce qui se passe? J'ai trop... » Elle réalise qu'elle a beaucoup de problèmes génétiques. Et là, elle se suicide. Ça l'enchaîne tout un système de dominos qui fait en sorte que la cellule va elle-même se suicider. C'est pour ça que quand on donne la chimiothérapie, notre corps, on ne fond pas là, en flaque d'eau. OK? C'est parce que le reste du corps humain, on réalise que notre ADN est normal, puis on répare, puis tout est beau. Alors, la bendamustine, pourquoi qu'on en parle aujourd'hui? C'est parce que, oui, c'est une chimiothérapie
relativement standard. Ça combine deux aspects de composantes du CHOP, c'est-à-dire. Et quand que ça a été comparé contre le R-CHOP, donc la bendamustine réduxant versus CHOP réduxant, on voit que c'est plus efficace que le R-CHOP et moins de toxicité. Alors, ça reste une molécule qui est très, très intéressante, puis Dr. Lanneville va vous en parler un petit peu plus. Il y a des avantages et des inconvénients à la chimiothérapie. Okay? Les avantages, c'est que c'est pas ciblé, mais c'est un avantage parce que ça prend tous les clones. Okay? Ça ne prend pas juste ceux qui sont avares du système de stimulation B ou qui ont des protéines pour survivre et tout ça, ça tue tout le monde. Mais il y a des effets secondaires. Il y a plus d'effets secondaires. Et il peut y avoir des mécanismes, des mutations qui font en sorte qu'il y a de la résistance à la chimiothérapie. Donc, une résistance au R-CHOP, une résistance à la bendamustine, il y a des mutations genre P53 qui vont faire en sorte que n'importe quelle chimiothérapie qu'on donne, il va avoir de la résistance. Il y a quand même des choses en commun. L'immunothérapie, je vais le séparer en plusieurs composantes. Je vais parler du GA101 qui cible le CD20. Alors ça va activer le système immunitaire pour détruire la cellule. Le brentuximab, qui cible le CD30 et qui est comme un petit peu un cheval de Trojan qui je vais vous expliquer dans les prochains diapos, la lénaludomide et les cellules CAR-T. Donc, la nouvelle molécule qui est maintenant en essai clinique et qui, je pense qui est acceptée par le FDA, c'est le GA101, qui est un anticorps qui est similaire, qui est semblable au Rituxan. Donc, il cible la même protéine, mais qui a plus d'activité. Ça a plus d'effets que les cellules immunitaires détruisent les cellules de lymphome. Et contrairement au Rituxan, le GA101, quand il se lie aux cellules B, ils détruisent immédiatement. OK? Alors ça, c'est un avantage théorique. Est-ce que c'est un avantage clinique? Bien, dans les études précliniques, en laboratoire, il y a beaucoup, beaucoup plus de morts cellulaires avec le GA101 qu'avec le Rituxan. Et dans les études cliniques, les gens qui ont échoué, qui ont progressé sur le Rituxan peuvent répondre au GA101. Et il y a des études dans les leucémies lymphoïdes chroniques que le GA101 est supérieur. Avec la chimiothérapie, la chlorambucil est beaucoup supérieure au Rituxan chlorambucil. Alors, Dr. Lanneville, je pense, va parler de ça. L'autre anticorps est le brentuximab. Il y a quelques différences entre le brentuximab et les anticorps contre le CD20. Le brentuximab cible le CD30, mais il est lié avec une chimiothérapie. OK? Alors, c'est un anticorps qui a une molécule de chimiothérapie qu'on appelle monomethylorestine E. OK? Aussitôt que l'anticorps se lie à la cellule de CD30, l'anticorps est accepté dans la cellule et la chimiothérapie est libérée. Donc, on donne seulement la chimiothérapie aux cellules qui ont le CD30. C'est un petit peu comme le Trojan Horse, okay? Le cheval de Trojan qui arrive, puis oups. Puis cette chimiothérapie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empoisonne le système de microtubules qui empêche la cellule de se diviser. OK? Et c'est un médicament qui a très, très peu d'effets secondaires, qui est très bien toléré.
et qui est utilisé dans la maladie d'Hodgkin, mais aussi dans les maladies de lymphome T. Et je crois que Dr. Lanneville va vous parler de ça. C'est cliniquement, je veux juste dire que ce médicament-là est accessible au Québec, dans le sens que on peut l'acheter, mais ce n'est pas encore remboursé par la province du Québec. Donc, une autre approche, c'est le lénalédomide, qui est un médicament qu'on utilise pour le traitement du myélome. Et ça a plusieurs mécanismes d'action qu'on ne comprend pas encore très, très bien, mais ça a un effet direct sur le lymphome. Alors, ça va diminuer la prolifération et augmenter la mort cellulaire. Mais ce que ça fait surtout, c'est d'empêcher que le lymphome se fasse nourrir par les cellules environnantes et stimuler que les cellules immunitaires, dont les cellules T et les cellules NK, de tuer le lymphome. OK? Ce n'est pas un traitement standard maintenant au Québec. Le Revlimid, c'est le nom commercial avec le Rituxan, mais à Montréal, pour ceux qui ont des lymphomes folliculaires, il y a une étude clinique qui est internationale qui randomise, c'est-à-dire les patients peuvent avoir ou bien le bendamustine Rituxan ou le lénalédomide Rituxan. Alors, c'est c'est une bonne opportunité d'avoir accès à ces deux médicaments-là. Les cellules CAR. CAR, c'est pour une Chimeric Antigen Receptor. Okay? Alors, c'est une thérapie qui est encore expérimentale. On n'a pas accès à ça au Québec, mais aux États-Unis, dans plusieurs centres, ils l'utilisent. Et ça a des effets vraiment dramatiques. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le principe, c'est qu'on prend le sang du patient, on prend les cellules T du patient, donc on prend le sang normal, on élimine les autres cellules normales, et en laboratoire, dans un laboratoire central, ils vont infecter ces cellules T-là avec un virus. Okay? Le virus rentre et il va instruire aux cellules T de produire un anticorps à la surface qui va attaquer une protéine sur les cellules de lymphome. En général, c'est le CD19. Alors, c'est comme si on créait une petite manufacture de Rituxan dans le corps. Sauf que ce n'est pas contre le CD20, c'est contre le CD19 qui est sur plus de cellules B. Alors, une fois que ces anticorps à la surface sont produits, on redonne ces cellules T-là aux patients. Et l'effet est vraiment dramatique. Il y a en fait beaucoup d'effets secondaires, une liste tumorale dramatique dans certains patients. Puis, on peut avoir aucune cellule B pendant plusieurs années. Même jusqu'à 6 ans plus tard, ces anticorps-là sont encore produits. Le temps où on prend le sang, qu'on manufacture les cellules T puis on redonne aux patients, ça prend 1 mois. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste donner comme ça, mais il y a certaines compagnies pharmaceutiques qui commencent à essayer de produire ça pour que ça soit accessible à plus de patients. Donc, l'inhibition du récepteur B et ses voies d'immunisation, on essaye d'étouffer la cellule B de ses besoins. OK? Alors, je vais vous parler de ibrutinib, idelalisib, puis everolimus. OK? C'est un slide qui est un petit peu compliqué. C'est pour ça que j'ai essayé de simplifier les autres diapos. Mais bref, l'ibrutinib cible la protéine BTK, qui est en bleu ici.
OK? Alors, quand les cellules de lymphome sont dans le ganglion, ils reçoivent des signaux par leur récepteur B, ici. Alors, on voit les antigènes. Puis ça crée un système un système là, où une protéine signale une autre protéine, c'est comme réaction en chaîne. Oui, réaction en chaîne, justement. OK? Alors, toute cette réaction en chaîne-là va activer le BTK. Alors, le urotinide va stimuler le BTK. Mais ça aussi, si on continue, puis il y a d'autres anticorps aussi qui peuvent stimuler ici, ça va activer le PI3 kinase, qui est ciblé par le aldehyde, qui active ensuite le système de AKT, AKT et mTOR, qui est ciblé par le héroïne. Okay? Alors, il y a plusieurs molécules qui peuvent attaquer différentes composantes de cette chaîne-là. Et il y en a plusieurs qui sont en phase liste. Everolimus est accepté pour traiter le cancer du sein, traiter le cancer du rein. Alors, c'est déjà accessible si on le veut. Et les deux autres, je crois que ibrutinib est accepté par la FDA aux États-Unis, ils ont très peu d'effets secondaires. Ils sont très actifs dans les leucémies lymphoïdes chroniques. Okay? Alors, je pense que ces deux molécules-là vont éventuellement être approuvées par Santé Canada. Ce qui est intéressant de ces molécules-là, c'est qu'ils ciblent des parties, des composantes qui sont dérégulées, c'est-à-dire que les lymphomes font exprès pour lutter ces composantes-là pour mieux survivre. Alors, c'est vraiment ciblé à les lymphomes qui utilisent ces voies-là. Mais il y a certains lymphomes qui les utilisent pas du tout, qui sont pas du tout dépendants sur ça. Alors, l'avantage, c'est que si le lymphome n'a de besoin, le médicament va marcher, mais si le lymphome n'a pas de besoin, ça ne marchera pas. Okay? Donc, inhiber les protéines anti-mortalité. Pour comprendre ces molécules-là, il faut comprendre un petit peu la façon où que la cellule se suicide. Okay? L'ADN est dans le noyau, mais ce qui fait fonctionner la cellule, okay, qui produit de l'énergie pour les cellules, c'est dans les mitochondries. Okay? C'est comme le moteur, okay, qui fait de l'énergie. Okay? Et quand que les protéines anti-mortalité, ils sont présentes dans la mitochondrie. Okay? Quand on donne la chimiothérapie, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on stimule des protéines pro-mortalité, okay? Qui va se lier à des protéines qui sont anti-mortalité, puis ça va créer des pores, des trous dans les mitochondries. Okay? Et une fois qu'il y a un trou dans la mitochondrie, le moteur explose. Grosso modo, c'est ça. Puis une fois que le moteur explose, il n'y a plus rien à faire. La cellule meurt. Okay? Meurt par apoptose, c'est un système contrôlé, mais meurt quand même. Alors, la nouvelle molécule, qui est ABT 199, alors on sait depuis des années, depuis 20 ans, qu'une des causes de résistance à la chimiothérapie, c'est une protéine qui s'appelle le BCL2. Okay? Les lymphomes produisent cette protéine-là pour survivre. Puis c'est une cause à la résistance à la chimiothérapie. Ce qui arrive, c'est que le ABT se lie à le BCL2 pour que les autres protéines puissent causer des trous dans les mitochondries et la cellule explose. Et c'est très efficace. Ça a pris 20 ans avant de créer cette molécule-là, mais ça a très peu d'effets secondaires. C'est très bien toléré. Puis en fait, c'était tellement actif dans certains patients qui ont commencé des phases cliniques
il était en 5e ligne de chimiothérapie et que ça cause une lyse tumorale, c'est-à-dire que toutes les cellules meurent en même temps. Ce n'est pas une bonne chose, ça. Okay? On pense que c'est bien parce que c'est très actif, du point de vue lymphome, mais le désavantage, c'est qu'il y a certains patients qui sont morts en études cliniques parce qu'on n'anticipait pas qu'il y aurait eu une si bonne réponse clinique. Alors ça, ce médicament-là, maintenant, la seule façon que vous pouvez l'avoir, c'est dans les études cliniques. Puis il y a vraiment une surveillance très, très serrée là, au début pour s'assurer que ça ne tue pas les cellules tout en même temps. Il faut prendre des petites doses. OK? Alors, l'accès au Québec, l'accès à ces molécules-là, je ne vais pas en parler trop parce que je sais que les autres vont en parler. C'est cher. OK? La seule raison qu'on n'a pas accès à ces molécules-là, c'est que c'est très, très cher. Ça coûte cher de faire des médicaments. Si une compagnie pharmaceutique étudie 5 à 10 000 molécules, il y en a seulement une de ces molécules-là qui est approuvée, puis ça coûte, le coût estimé, c'est à peu près $1 million. $1 million, excusez. Alors, c'est un petit peu amplifié, mais bref, ça coûte cher, OK, de faire des études cliniques. Mais, il y a eu plusieurs articles dans les articles médicaux qui dit que c'est pas juste ça, c'est que le prix des médicaments est le prix du marché. Puis un exemple de ça, c'est imatinib. Fait qu'en 2001, imatinib coûtait à peu près 30 000 $. Ça, c'est des prix US, là, aux États-Unis. Mais en 2012, c'était plus que 80 000 parce que c'était le prix du marché à ce moment-là. Alors, si un patient prend du imatinib pendant 20 ans, à ce prix-là, ça coûterait 1,6 million par personne. OK? Mais pendant ce temps-là, les coûts de développer l'imatinib ont baissé. Il y a eu plus d'indications pour utiliser l'imatinib. Il y a eu plus de patients qui utilisent. Puis en fait, plus que les patients survivent, plus qu'ils prennent ce médicament-là. Alors, c'est plus que la compagnie fait d'argent. Alors, c'était cité comme « a prime example of a drug being worth as much as it can be sold for ». Alors, c'est le prix du marché. Puis, alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que tous les autres médicaments sont tous, grosso modo, à ce même prix-là, mais ils ne sont pas aussi efficaces que le imatinib. Donc, l'imatinib a changé la survie des patients avec la leucémie lymphoïde chronique. OK? Mais les nouvelles molécules sont beaucoup plus chères. Puis en fait, de toutes les 6 nouvelles molécules ici, comme sunitinib, sorafenib, ça prolonge la rémission de 3 à 6 mois, mais ça coûte 70 à 140 000 $ par année. Et erlotinib a été prouvé pour le cancer du pancréas, mais ça prolonge la vie de 10 jours. OK? C'est 6 000 $ par dose. Alors, il faut essayer de comprendre, c'est ça qu'on a à faire avec ça. OK? Que c'est pas, si on baisse le prix, il y a plus de monde qui va avoir accès. Malheureusement, c'est un problème réel qu'on fait face à ça. Et au Québec, présentement, le brentuximab, qui a des effets phénoménaux en maladie d'Hodgkin, mais c'est plus que 100 000 $ par année si on le prend pendant une année. Puis le Québec juge que c'est trop cher. OK? Et plusieurs autres pays d'ailleurs. OK. Alors, l'accès aux médicaments au Québec, c'est un petit peu différent, mais ça va changer. Ce qui arrive, c'est qu'au reste du pays, quand un patient a un médicament, il se fait rembourser. N'importe où. Si il est à n'importe quel hôpital au pays, l'hôpital qui va traiter ce patient-là va être remboursé pour les médicaments donnés à ce patient-là. Mais au Québec, c'est différent. Au Québec, le ministère donne un budget pour chaque hôpital. Alors, ce qui arrive, c'est que s'il y a un patient en périphérie qui décide que moi, je ne veux pas me faire traiter dans cet hôpital-là, puis je vais aller dans un centre tertiaire, bien là, le centre tertiaire écope le prix de ça. Il ne se pourra jamais rembourser. Alors, ce qui va arriver, c'est très inégal. OK? Et
et il se peut que certains patients se font refuser de se faire voir dans les centres tertiaires parce qu'ils vont de plus en plus en déficit, ils ne se font pas jamais rembourser pour les médicaments. Alors moi, je suis encore là, je suis optimiste, puis je pense que oui, c'est possible en 2014 de gagner. Je pense qu'il ne faut pas négliger l'effet de la chimiothérapie. La chimiothérapie fonctionne très bien dans plusieurs patients. Puis ça fonctionne dans plus que 80% des patients qui ont le Hodgkin et beaucoup de patients avec les maladies non hodgkiniennes. Il y a beaucoup de nouvelles thérapies et je pense que Dr Lanneville va parler de ça. Il y a des études cliniques en cours à Montréal qui vous donnent accès aux nouveaux médicaments. Et il faut sensibiliser les gens d'augmenter l'accès à ces nouvelles molécules-là au Québec. Puis je pense que dans des forums comme ça, c'est une très bonne idée. Je pense que les États-Unis, il faut contrôler, les points de vue contrôle des coûts, c'est plus les États-Unis qui vont commencer ça, mais ici, il faut dire au gouvernement qu'on veut avoir accès à la bendomustine, la brentuximab, et rembourser les médicaments par patient, puis pas juste par institution. Alors moi, je suis une personne qui croit que la recherche, c'est très, très important, c'est ce que je fais. Sans la recherche, on ne peut pas avoir ces nouvelles molécules ciblées. On ne peut pas avancer puis essayer de guérir plus de personnes. Puis je voulais juste remercier les fondations qui m'ont supportée. Merci beaucoup.